C'est la même. Oui, Irine. Comment dire Irine. Aux mémoires C'est quoi de la fin de la guerre et des Kriges in Europa der. Parce qu'elle elle est allée à l'armée. Ok. Quand elle a quitté Vienne, elle est partie à Londres et là elle est entrée dans l'armée. T'arrives à lire, Mamie, ce qu'il y a Der. C'est Get. Oui, qui C'est Paul, Lui, c'est le frère de Opa qui s'est ça, c'est le suicidé frère de à Opa. Londres. Ça, c'est Ricardo. Ah, bon, on y vient. Mon premier amour. Tabaco. C'est au ski. Hein. Mais vous n'avez pas fait du ski en Italie. Bon, non. Bon, C'est après la guerre ou avant la guerre, tu penses? Ricardo, Ricardo, l'amoureux dont on a l'amoureux. tant entendu parler. Maté. de ma jeunesse. L'amoureux des montagnes italiennes. Avec les skis. Et ça, c'est maman et moi. C'était joli, maman. Et lui s'est suicidé avant la... Un jour, en 2013, nous étions tous ensemble assis autour de Mamie. Elle nous racontait, une fois de plus, des anecdotes sur son périple avec ses parents durant la Seconde Guerre mondiale. Et soudain, l'idée a germé de refaire une partie du voyage, tous ensemble, avec elle, 70 ans après, pour mettre des images sur tous ces endroits dont nous avions si souvent entendu parler. Et voilà comment tout a commencé. Voilà Liesel, Mamie. À côté, c'est Sylvie, sa fille, ma maman. Là, c'est Claude, mon oncle, le fils de Liesel. Et là, c'est moi, Capucine, la fille de Sylvie. Voilà Chloé, ma sœur cadette, et Victor, mon petit frère. Voilà Jacques, notre père, en train de plaisanter comme toujours, et Laura, la fiancée de Victor. Andreas, notre cousin, le fils de Claude, et Renaud, le mari de Chloé. Et puis bien sûr, Floppy. Pour réaliser notre projet et retrouver ces endroits où Mamie a séjourné pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons fait de longues recherches. Plusieurs historiens formidables nous ont aidés à retrouver certains de ces lieux. C'est ainsi que nous avons décidé de consacrer notre voyage à la période entre Vintimille, Nice et l'Italie jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est ce que nous allons vous raconter. Mais d'abord, revenons à l'histoire de Liesel depuis sa petite enfance jusqu'au moment où nous vous retrouverons à Vintimille. Mamie s'appelle Annelise Abromont, mais son nom de jeune fille est Gorges et tout le monde l'appelle Liesel. Elle est née à Vienne, en Autriche, le 30 novembre 1925, dans une famille juive. Ferdinand Gorges, son papa, notre arrière-grand-père, qu'on appelait Nandor, était quelqu'un d'extraordinaire. Nous ne l'avons pas beaucoup connu, mais on nous en a tant parlé. Notre arrière-grand-mère, Elsa, était pianiste. Premier prix de piano du Conservatoire de Vienne. C'était quelqu'un de fragile. Mamie n'avait que 7 ans quand Hitler arriva au pouvoir en 1933. Elle vivait alors à Berlin avec ses parents. Dès 1936, Nandor, notre arrière-grand-père, décida qu'il fallait partir. Un long exode commença alors pour eux, à travers toute l'Europe, devançant Hitler à chaque nouvelle étape. Mamie et ses parents durent se cacher et vivre en exil pendant 9 ans jusqu'à la fin de la guerre en mai 1945. Toutes les anecdotes que Mamie nous a racontées sur leurs années d'exode nous ont toujours paru ressembler à des aventures à la fois terrifiantes, tragiques, effroyables, mais aussi extraordinaires, incroyables, uniques, romantiques, et toujours sous la protection de cette fameuse bonne étoile. Sans elle, nous ne serions sûrement pas là pour vous les raconter. En 1932, après avoir fait faillite, Nandor décida d'aller vivre à Berlin. Mamie avait alors 6 ans. Il vendait du cirage et dans le cirage, il mettait une pièce comme une pièce de monnaie et la marque s'appelait Dolus, D-O-L-U-S. Et quand on avait rejoint les 5
lettres, les enfants recevaient des jouets. Donc tous les enfants demandaient à leur maman d'acheter ce cirage-là parce qu'ils voulaient avoir les jouets. Et en plus, à Vienne, il y a un Prat, ça veut dire un endroit où il y a beaucoup de manèges, tout ça. Et avec ces pièces, ils avaient le droit d'aller sur les manèges. Maintenant, à l'époque, c'est très très vieux, la publicité avec des cadeaux n'était pas usuelle. Donc toutes les autres maisons de cirage se sont mis, et d'autres choses se sont mis contre mon père, et ont fait paraître une loi qui interdisait les cadeaux. Mais comme lui, tout ça c'était basé sur les cadeaux, il a fait faillite. Et là-dessus, il est parti à Berlin comme chef publicitaire dans une très grosse usine, Hydrierwerke. Et il voyageait, il apprenait aux gens à vendre. Et il avait vécu 4 ans à Berlin, où il gagnait très bien sa vie. Mamie nous a toujours raconté qu'ils étaient heureux à Berlin. À ce moment-là, aucun juif berlinois n'aurait pu imaginer la suite. Ils vivaient tous en harmonie avec les Allemands non-juifs, qui, pour beaucoup, n'imaginaient pas eux-mêmes que tout cela serait possible. Moi, par exemple, à l'école, il y avait une maîtresse d'école qui s'appelait Mademoiselle Ulrich. Et quand il y avait, par exemple, une leçon de chant, chaque enfant devait chanter une chanson. Et une enfant a chanté une chanson qu'en français, c'est le sang des Juifs gicle des couteaux. Hein? En allemand, c'est Wenn das Judenblut vom Messer spritzt. C'est une chanson célèbre que les SS chantaient. Elle a fait interrompre cet enfant. Elle a dit, imagine qu'on te chante ça, tu aurais de la peine. Et la petite, elle a comme André et moi, je me suis dit, mon Dieu, si l'enfant chante une chanson comme ça, c'est le papa est SS. En fait, il y a des coupables, mais en fait, il n'y a pas de coupables parce que n'importe qui peut être un nazi demain, en fait. Enfin, les nazis, au début, c'était les gens comme tout le monde, c'était les gens dans la rue, c'était les citoyens, c'était des gens qui étaient gentils un jour et le lendemain qui étaient des bourreaux. Et c'est un système, c'est un emballement qui fait que n'importe qui peut devenir demain ton bourreau. Et donc au final, c'est ça, c'est que on sait, enfin on apprend, mais ça c'est pas les histoires de mamie, c'est si, puisque c'est aussi, en fait on met en lien ces histoires avec l'histoire et ce qu'on apprend à l'école ou à l'université, c'est voilà, tes copines de classe, le lendemain, elles te donnent des coups de pied, mais pourquoi? On ne sait pas en fait, c'est pas une personne, c'est pas un coupable, c'est tous les gens qui, enfin pas tous les gens, mais beaucoup de gens qui sont des moutons et avec un contexte, ils peuvent devenir les pires personnes. Donc ça veut dire qu'on sait que demain, une personne qui est notre copain, on peut devenir n'importe quoi. Moi, je pense qu'il y a des gens mauvais et des gens bons partout. Et je pense que tous les Allemands n'étaient pas mauvais. Il y en avait beaucoup de mauvais, bien sûr, trop de mauvais. Mais tous ne le sont pas. Et là, j'ai des anecdotes que j'ai vécues. Par exemple, on n'avait pas le droit de vendre du beurre, des œufs, tout ça aux Juifs. Et tous les soirs, devant notre porte d'appartement, on trouvait un petit paquet anonyme avec du beurre, du lait, tout ça. Il y a des coupables, mais on dit souvent que le juif est apatride, qu'il n'a pas de pays. Mais quand on voit ça, on comprend aussi pourquoi. C'est-à-dire qu'on se dit que si à un moment il faut devoir se changer de pays vite, se déplacer vite, on va garder ça en tête que vaut mieux pas rester, vaut mieux partir. Et donc l'attachement, des fois on va essayer de se détacher naturellement des choses pour se dire que s'il faut, il faut. S'il faut partir, s'il faut bouger, s'il faut changer. En 1936, la situation était devenue insupportable. Et Nandor, qui avait lu Mein Kampf, comprit alors qu'il ne serait pas possible de rester. Leurs amis berlinois leur disaient de rester à Berlin, qu'il ne leur arriverait rien, surtout qu'ils étaient autrichiens. Mais Nandor décida de rentrer en Autriche et de retourner chez eux, à Vienne. Jamais il n'aurait imaginé à ce moment-là ce qui allait arriver. Mais nous savons aujourd'hui que sans la clairvoyance de Nandor, qui n'a eu de cesse de protéger sa famille en parcourant l'Europe pour la cacher, il n'aurait pas survécu. Mais c'est bien sûr aussi grâce à leur bonne étoile. Là, nous sommes restés 2 ans. Et 2 ans après, c'était le Anschluss.
Les Juifs étaient extrêmement unis à Vienne. Par exemple, moi, quand on vivait à Vienne, on fréquentait pratiquement que des Juifs. Que par contre, les 4 ans à Berlin, nous avions plein d'amis non-juifs. Ce que je ne rendais pas compte comme enfant, que comme on avait une famille merveilleuse à Vienne, aussi bien du côté maman que du côté papa, ah oui, mes parents étaient élevés dans la même maison, ils vivaient à un étage d'écart. Donc c'était une grande famille, celle de papa et celle de maman. Les sœurs de papa étaient les amies de ma mère, puisqu'ils étaient élevés dans la même maison. Ça nous a terriblement marqué, on a perdu notre pays. Nous, on aimait Vienne, on aimait Vienne. Pour moi, Vienne, c'était mon ciel. Mamie avait 12 ans au moment de l'Anschluss. Elle nous a souvent raconté qu'elle se souvenait parfaitement de ses parents très émus, écoutant le discours à la radio du chancelier autrichien ce jour-là, qui annonça, en larmes, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. De Berlin, ils étaient rentrés chez eux, à Vienne. Ses parents comprirent alors que, cette fois, ils devaient vraiment tout quitter pour fuir, sans savoir ce qui allait leur arriver, ni s'ils allaient réussir à échapper à toute cette horreur. Après, nous sommes restés 1 an à Prague, où Hitler nous a rejoints. Parce que nous, on a toujours fait l'avant-garde de Hitler. Berlin, Vienne, Prague. C'est-à-dire que papa est parti en premier. C'est une histoire qui est jolie, ça. Donc, comment faire venir ma famille à Prague? Et quelqu'un lui a trouvé une idée géniale. C'est-à-dire que sur la frontière, il y avait une chute d'eau. Et les gens en bateau atterrissaient là, en excursion, visitaient cette chute d'eau. Et à cet endroit, on pouvait rentrer en Tchécoslovaquie, il n'y avait pas de contrôle de frontières. Et donc, mais comme on ne pouvait pas écrire parce que toutes les lettres étaient contrôlées, il a envoyé à maman, je ne sais pas, une centaine de cartes, et sur chaque carte, il y avait un mot pour lui expliquer comment elle doit faire pour venir là. Et nous avons pris le bateau, et elle m'a dit, et papa nous attendait de l'autre côté. À ce moment, j'étais très une enfant papa, mais elle m'a dit, surtout, tu ne montres pas que tu le connais. Tu ne montres pas du tout que tu reconnais ton père. Et on s'est cachés, et quand le bateau est parti, ben on était arrivés. Là, mes parents ont été mis en prison, et c'était uniquement pour vérifier si on n'avait pas quitté l'Autriche en laissant des dettes d'impôts. Mamie et ses parents vivaient dans une petite pension de famille à Prague. Ils étaient venus là pour rejoindre la famille d'Elsa, notre arrière-grand-mère. Dès que Nandor et Elsa furent arrêtés, la famille voulut prendre Lisel, qui n'avait alors que 12 ans, chez eux. Mais Lisel voulait absolument être sur place pour accueillir ses parents à leur retour. Ses oncles et tantes venaient lui rendre visite et lui apportaient un panier de nourriture tous les jours. Mamie mangeait systématiquement celui de la veille et gardait celui du jour afin que ses parents trouvent de la nourriture bonne et fraîche à leur retour. Quant à notre arrière-grand-père, pendant son séjour en prison, il utilisa de la mie de pain de son morceau de pain quotidien pour fabriquer des pions d'échecs, afin de pouvoir occuper ses longues journées en jouant tout seul aux échecs. Et on a été toujours une étoile. Et maman, 8 jours après, elle a été libérée. Et papa, 3 semaines après. Sauf la tête de maman, après 1 semaine de prison, ça a dû être vraiment une horreur. Elle est arrivée à gare, affreux. La famille de Prague possédait une importante tannerie qui faisait vivre tout un village près de Prague. Après l'arrivée des Allemands, notre arrière-grand-père les incita à tout quitter pour partir avec eux. Ils estimèrent ne pas pouvoir le faire car personne ne pourrait leur racheter leur tannerie. Ce choix leur sera fatal. Ils ont malheureusement tous été déportés. De là, on est parti à Genova. Le seul pays qui laissait rentrer sans visa, c'était l'Italie. Et papa dit, Mussolini, ils sont peut-être très gentils, mais qui sait, qu'est-ce que ça va devenir? L'hébraïsme mondiale
è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irréconciliabile del fascismo. Donc la famille de papa, sa sœur, avait reçu, et nous aussi d'ailleurs, on aurait pu partir en Amérique, mais on n'avait pas assez de sous pour tous. Donc mes parents ont donné leurs sous à tante Sérène, à la sœur de papa, qu'au moins une partie de la famille puisse partir en Amérique. Mon père était très généreux. Elle a réussi avec sa famille, et parce qu'ils étaient entourés, ils étaient soudés, et ça fait partie de... Ils se sont aidés, ils ont trouvé des solutions pour essayer d'échapper à chaque fois. Et c'est ensemble qu'ils ont fait le travail pour se sauver de chaque situation. Donc ma tante Sérène est partie en Amérique, et nous on est restés à Gênes un peu, et après... Elle a dit donc, et là, on a fait cette histoire de bateau la nuit, c'est-à-dire on est allé jusqu'à Ventimille. À Ventimille, on a pris un tout petit chemin, il y avait des lucioles, on est descendu un par un tout petit chemin pour arriver à l'eau. Il ne fallait pas faire de bruit, Et là, il y avait plusieurs fois, le bateau faisait l'aller-retour. Et avec ce groupe, il y avait une dame avec un bébé, un monsieur unijambiste. Personne n'a voulu les prendre. Nous, on était le dernier bateau. Personne n'a voulu les prendre. Le bébé peut pleurer. Papa a dit, ils vont être notre ange gardien et on va les garder avec nous. Nous, on était le seul bateau à ne pas avoir été pris. Grâce à papa, on avait notre ange gardien. D'ailleurs, il a écrit un livre, mon papa, en marquant une vie sous une bonne étoile. Parce que toujours, au dernier moment, il y avait une étoile qui nous aidait. Et mamie, elle racontait toujours les histoires positives, qu'ils avaient une bonne étoile, donc c'était plus comme on a eu de la chance, et c'était comme des histoires joyeuses, alors que c'était très dur, mais c'était toujours raconté comme quelque chose de joyeux. Ça veut dire qu'on faut toujours essayer de trouver le positif partout. Mamie nous a toujours dit qu'elle n'oublierait jamais cette nuit-là. Et c'est là que notre incroyable aventure collective a commencé. Tous ensemble, enfants, petits-enfants, conjoints, nous sommes partis à 10 dans un minivan autour de Mamie. Elle était si heureuse d'être au milieu de nous tous pour retrouver ces lieux de mémoire 70 ans après. Et c'est à partir d'ici que nous avons pu, grâce aux historiens qui nous ont aidés, refaire la partie du voyage que nous allons vous raconter maintenant. Là, à Ventimille, un ami historien, Paolo, nous a aidés à retrouver la fameuse petite crique. Alors, avec toute probabilité, la plage est là derrière. On ne la voit pas. Je vous le montre, tout ce qui va partir d'ici. Voilà. On va essayer de s'arrêter un moment à la plage des Lattes. Après, il faut prendre la route en bas, essayer de le trouver d'en bas. J'ai compris. Ok. J'ai compris. Déliré, hein? Vous avez bien déliré. Et là, le chemin, il descend là. Et là, tu arrives tout en bas là par le chemin. Et en bas, tu as la toute petite crique. C'est exactement ça. Et c'est une fois de plus, Claude, l'autre jour, avait dit qu'à chaque fois, les endroits qu'on découvrait, c'était si beau. Ouais. Celui-là aussi, il est vraiment beau. Mais c'est fabuleux. On va descendre. Attends. C'est mieux Capucine ou après, moi j'ai le vertige. Ah, t'as le vertige qui monte devant ça? Avant, je vous ai dit, et peut-être ça serait intéressant si la dame, il se souvient, si le bateau était à rame ou à moteur. Voilà. Alors ça ne devait pas être tellement loin. Normalement, on débarquait au port de Menton. Il n'était pas grand comme ça, il était beaucoup plus petit. Là. Donc c'était 10 minutes. En 10 minutes, on est débarqué là. Quand le transport ça commence à se développer, normalement la surveillance française elle monte.
et on était obligé de débarquer toujours plus loin. Jamais à la Côte d'Azur, il y a beaucoup de vagues. Cette nuit-là, il y avait des vagues hautes comme ça, qu'on n'a jamais compris. Jamais, jamais. Moi, j'ai vécu après 7 ans à Nice, il n'y a pas de vagues. Alors, pour atterrir sur un tout petit rocher, c'était l'horreur. En plus, maman, dans le fond du bateau couché, elle a été malade. Et alors, c'était organisé. Ceux qui avaient pu s'échapper, il y avait des taxis qui nous attendaient là-haut et nous amenaient à Nice. Mais oui, elle est là. Ah oui, oui. Ah oui. Je me rappelle qu'elle était très belle. Là, à droite. Tu la vois pas? Tu vois pas la pointe? Oui. Tu la reconnais ou pas? Non, tu la reconnais pas. Ça réveille rien. Ça réveille rien du tout. Voilà. Là, c'est foutu. Ça. Ça, Je ne peux c'est- pas vous dire que oui, c'est Bah, pas vrai. tu dis la vérité. Je dis la vérité, non. Et tu venais tous les vendredis, tous les samedis. Ouais. Samedi, non, c'est samedi qu'elle est. Oh, pas. Moi, tous les vendredis. Toi, tous les vendredis tu soirs. Tous les Et vendredis. tu chantais. Et donc tu n'arrives pas à vous visualiser en train de rentrer Ah, mais ils ont Ah oui, obtenu. ils sont par là, ils sont rentrés par là. Ouais. Peut-être avoir un Venez, jeu de venez, femme. elle a dit. Merci beaucoup. Chamache. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. C'est-à-dire, par exemple. Il faut demander à maman. Venez avec nous. Oui. Il faut nous aider. Oui. Parce que c'est pourquoi tu demandes si ça a été modifié. C'est quoi tes souvenirs? Il y avait toujours ce Bogdanovic là, tout ça. Ah, ça a été fait en 78, le sol, le marbre. Voilà. Donc il n'y avait pas Oui. le Bogdanovic par terre. C'est Vous vous vrai. rendez compte? C'est C'était vrai. il y a 70 ans. Hein. Elle a raison, parce qu'il y a eu une plaque là-bas. Donc l'ancien. C'est à cause du Bogdanovic que j'ai Il y posé était la pas. question. Non. Ça, je dis, c'est pas possible que je m'en souvienne pas. Oui. Par contre, tout le reste n'a pas bougé. Moi, je me souviens, je chantais dans le chœur. Oui. C'était un chœur de filles, pas un chœur d'hommes. Et j'étais tout là-haut à droite. C'est possible, Ah, ça? Oui, bien sûr, parce que des fois, la chorale se met là, en haut à droite. Elle a le droit. Oui, c'est vrai. Donc c'est Ah, vous possible. pouvez monter, hein, bien sûr. Bon, là, il y a quand même des choses de mes souvenirs qui sont justes. Mais là, c'est clair que tu te souviens. Allez, monte. Ah, là, C'est sûr que tu te souviens. Non, mais là, vous me souvenez. Eh ben, c'est génial, ça, non? Donne à Andrea, je sais pas les autres, mais c'est pas normal de pas avoir de chapeau. Le papa, il prend quelque chose. Ça, c'est très, très dur. C'était, enfin moi je l'ai ressenti comme un moment intense, très très intense, de très très grand bonheur. Parce que ces histoires, on les avait toujours entendues depuis notre petite enfance, et de mettre des images, des vraies images sur tous ces endroits dont on avait toujours entendu parler, c'était extraordinaire. Et le plus extraordinaire, c'était de voir maman avoir ces flashs de mémoire. Donc quand tu es arrivée tout à l'heure, quand tu t'es penchée là, Oui. tu as eu un flash Je de voyais mon souvenir. papa. Et donc, Et je voyais mon père, et moi j'étais très, très, très fille-papa. C'était mon papa, c'était un peu un bon Dieu. Et je le voyais en face de moi. beaucoup de gens qui venaient dans la synagogue, c'était des réfugiés Oui, comme oui, vous. oui. À mon avis, oui. Et à mon avis, le cœur déjà, c'était des gens comme moi. Ah, le chœur aussi. Ouais, oui. Les autres filles qui chantaient avec toi, c'était pas du tout des niçoises. Il y avait peut-être quelques-unes. Mais Parce beaucoup que de, très beaucoup de mélangé. réfugiés. Mais il y avait très peu de juifs français. Oh oui, c'était un lieu de rencontre. La première fois que tu es venue à la synagogue, Mais je me rappelle que j'ai beaucoup aimé cette synagogue. J'ai énormément aimé cette synagogue. Ça, j'ai un souvenir de paix, de harmonie. Attends, Victor, il voulait Ça n'a aucune...
Les gens que tu as rencontrés ici, il y en a qui ont dû te suivre à Saint-Martin au final. Tu as dû rencontrer des gens avec qui tu étais après à Saint-Martin, puisque beaucoup des gens de Saint-Martin-de-Vésubie étaient de Nice. Oui, Nice, Georges, je l'ai connu ici, puis il est monté là-haut. Hein. La première personne de Nice que j'ai rencontrée à Saint-Martin-de-Vésubie, c'est Georges, mon meilleur copain. Oui, bien sûr. Et qui venait aussi à la tous synagogue. Tous qui étaient à Saint-Martin-Vésubie, c'était tous des juifs de Nice. Que tu devais voir à la synagogue, que tu devais fréquenter ici, forcément. Oui. C'était les visages que tu as dû retrouver longtemps. À Saint-Martin, je ne me rappelle pas. Par contre. Papa, il a dû y aller, moi, j'ai pas dû y aller beaucoup. Moi, je suis folle, moi, là-bas. Et vous aviez pas peur d'aller à la synagogue? Non. Ah non. Je pense pas qu'il y a jamais rien eu à la synagogue. Des rafles ou des choses comme ça, j'en ai pas entendu dire. Je crois pas. Alors, quand il y avait des rafles, on n'allait pas à la synagogue. Non, mais le fait de dire qu'il y a autant de juifs au même endroit, vous aviez pas peur? Mais quand moi j'y allais, c'était zone libre. Ah oui, c'est Ouais, mais zone libre. même si Il y avait c'était pas de zone libre, problème, on n'était pas de non, poursuite, non. il y avait, Zone libre, il n'y avait rien. Non, zone on se libre, sentait vous vous libre. sentiez vraiment libre? Comme à chaque fois, Mamie, Nandor et Elsa ont précédé Hitler. Lorsqu'il passe cette fameuse nuit de Vintimille à Nice, nous sommes en septembre 1939. La Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne exactement au même moment. Après plusieurs mois de guerre, Pétain signe l'armistice le 22 juin 1940. Les Allemands vont donc occuper la moitié de la France. Heureusement, Mamie et ses parents sont à Nice, donc en zone libre. Mais le gouvernement de Pétain, installé à Vichy, va instaurer des lois anti-juives qui impacteront même la zone libre où de nombreux juifs sont cachés et sauvés. Le statut des juifs en zone libre est différent selon qu'il s'agit de juifs français ou étrangers. Et encore plus pour ceux qui viennent des pays occupés par les nazis, comme l'Autriche, qui sont davantage pourchassés. Après presque un an à Nice, à l'automne 1940, on demande à Liesel, Nandor et Elsa, comme aux autres juifs originaires de ces pays, de quitter la France. Ceux qui en ont les moyens partent, et on propose à ceux qui ne le peuvent pas de les y aider. C'est ainsi qu'on les fit monter dans un train qui était censé les sauver, mais qui, après un trajet de 3 jours et 3 nuits, conduisit en fait Nandor au camp des Milles et Liesel et sa maman à Gurs. 2 camps de concentration français. De Nice, on a été à Gurs. Ça, c'était une horreur. Je préfère pas trop en parler. On dormait sur la paille, on n'avait rien à manger. C'était infect, il y avait de la boue partout parce qu'il pleuvait beaucoup. On vivait dans la boue. C'est pas racontable. On vivait dans la boue. Gurs, c'était horrible. Et tout ça, c'était plein de barbelés. De l'autre côté des barbelés, il y avait un camp aussi, pour des travailleurs espagnols. Et j'étais souvent au bord de ces barbelés, regarder de l'autre côté, j'avais faim. Et un jour, il y a un Espagnol qui m'a montré un bout de pain, parce qu'eux, comme ils travaillaient, ils avaient plus à manger. Et alors, j'ai passé sous les barbelés, il m'a donné cette tranche de pain, je me suis ouvert ici, la carte celui-là, et après le pain, je l'ai caché sous mes vêtements toute la journée. Et la nuit, quand tout le monde dormait, je mangeais avec maman. Parce que s'ils avaient vu que j'avais une tranche de pain, on me l'arrachait. Hein. Parce que quand les gens ils ont faim, ils deviennent sauvages. Hein. Nous, on vit dans un monde complètement différent et on ne peut pas s'imaginer à quel point... Enfin, surtout se dire l'endroit où elle a pu dormir... sur de la paille, alors que nous on a la télé, internet, tout ça, arriver à une différence à tel point, on a un lit, et j'aurais pas pu imaginer. C'était inhumain pour se laver, pour se tenir à peu près propre, il n'y avait pas de toilette, c'est pas racontable. Là, après, pourquoi on a été libérés? Je ne sais pas, l'étoile elle était là. Parce que la moitié de ces gens-là sont partis à Auschwitz. Et nous, on a eu la chance, on est sortis. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su pourquoi ils nous ont libérés. À leur retour à Nice, ils se sont retrouvés tous les 3 sans aucune ressource. Ils n'avaient plus rien. Ils ont même dû manger à la soupe populaire. L'agence juive de Nice les a aidés à trouver une chambre meublée et Liesel allait la journée dans une famille plus aisée où elle faisait la vaisselle en échange de repas.
Comme elle ne supportait pas cette situation difficile, elle essaya de gagner quelques sous en créant des boucles d'oreilles qu'elle fabriquait elle-même. Ces boucles d'oreilles remportèrent un tel succès que leur vente permit à Mamie, qui avait alors 15 ans, de nourrir toute sa famille. Alors à Nice, d'abord c'était occupé par les Italiens. Et les Italiens ont voulu nous sauver des Allemands. Ils nous ont mis en résidence forcée à Saint-Martin-Vésubie. This house, it's there. But we don't know Tu how to go reconnais in. ou pas? S'il vous plaît. Ah, déjà, Claude, il est dedans. Par où t'es passé? Et ça, c'est les seuls 6 mois où nous avons vécu d'une façon merveilleuse, en paix, sans avoir peur, puisque on avait peur de quoi? Ils étaient là, les Italiens. Je pense que chaque peuple est un peu différent, sauf qu'ils ont une autre approche des choses. Les Italiens, ils sont accueillants, ils sont souriants, ils sont bienveillants d'office. Hop là. Mamie, faut que tu expliques pour la caméra. Ça, c'est la maison où nous habitions pendant 6 mois, parce que papa, il cherchait toujours un piano, et c'est cette maison-là, il y avait un piano. Et maman, on vivait parce que maman donnait des leçons de piano, et en plus, il avait trouvé l'huissier du village, qui jouait merveilleusement bien du violon, et qui venait tout le temps faire des concerts avec maman. Et les officiers italiens, tous les dimanches, venaient écouter les concerts. C'est là qu'on jouait, c'est là. Qu'est-ce que tu dis? C'est ici qu'on jouait, c'est sûr, c'est ça. Toute la jeunesse venait, on jouait, on tournait, on dansait. Nous, on passait notre vie à danser. Mais pas ici. Bah, bien sûr, sur l'herbe. Et tu dansais avec la musique? Alors, on avait un gramophone. C'était pas électrique, c'était juste comme ça à manivelle. Et après, Et il y avait tout le monde qui se retrouvait. il n'y a pas. On marchait dans la rue, on dansait. Ouais. On courait quelque part, on dansait. On vivait en dansant. Non, c'était une chambre à coucher. Et je cherche où il y avait le piano. Là? Peut-être là. Ah bah oui, C'était là? c'était là. Tu peux entrer. Hein. Je vais refaire. C'était là, il n'y a pas de problème. Entre. On mettait les chaises, c'était un peu comme ça. Hein. C'est moins chaud là. C'est incroyable ça. C'est là qu'il y avait le piano, c'est là que maman jouait, c'est là que ça se passait. Mais moi je suis sur la place là-haut. Bon, merci beaucoup monsieur, c'est très très aimable. Il y a des locataires. Tu as reconnu mamie? Comment? Tu as reconnu Mais oui. Oh, mais regarde, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Non, non. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Hein. Non. Non, non. Ça n'a pas changé. Le monsieur, Et il surtout était- ici, il ça n'a pas changé. Le jardin n'a pas changé. C'est dingue. Et le monsieur, il était déjà là quand il était enfant, il était déjà ici, en même temps que toi. Ah bon? Il a dit qu'il avait 5 ou 6 ans. Et la maison, elle appartenait au boucher du village. C'est ça. Et il y avait un piano avant. Oui, il y avait un piano, mais il y a longtemps. Oh, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Moi, je n'ai pas connu le piano. Hein. Donc, d'accord. Donc, tu vois. Ah, c'est sûr? Ah, mais ce que je me souviens le plus, c'est le jardin avec le l'arbre. jardin et la maison et les marches. On vivait là. Merci infiniment, monsieur. Tu sais, il y a si longtemps que je doute de moi-même. Oui, mais enfin, c'est des souvenirs tellement incroyables que Ah oui. ils restent gravés. C'était pendant la guerre, c'était très très dur. C'était les 6 mois de vacances pendant la guerre. C'est magnifique. C'est mesi di piacere e di ballo.
Molto importante per me. Ancora oggi ballo. Ça résume tout, c'est tellement incroyable de dire ça. Et donc on allait. Et alors aussi, ce qui est formidable, c'est que les gens que l'on a rencontrés pendant ce voyage, tous nous ont fait rentrer. Où on allait, c'était là, mais venez voir, visiter. Donc on a pu rentrer comme si toutes les portes s'ouvraient pour ce moment de mémoire. C'était vraiment, il y avait une magie comme dans cet épisode. Et alors là, après 6 mois, les Italiens ont cessé la guerre avant la fin de la guerre. Ils nous ont rassemblés sur la place, ils nous ont rendu nos papiers. Ils nous ont dit, si vous traversez la montagne, de l'autre côté, il y a les Anglais, les Américains. Nous, on n'a pas assez de camions pour vous amener, il faut aller à pied. Ils nous ont simplement dit, vous partez par là. Ils nous ont expliqué nos chemins à prendre. Et là, j'ai appris dernièrement qu'il y avait quelques-uns qui avaient déjà construit le chemin et qui savaient où on devait aller. Je n'ai jamais su ça. Après, il faut redescendre. Ah non, on n'arrête pas. Hein. Tu montes tout là-haut. Comment on va voir les pierres? Mais c'était très dur parce qu'en plus, on n'avait pas de bonnes chaussures. En plus, on avait quand même chacun un sac ou quelque chose. Très peu. Très, très peu. On amenait vraiment un minimum. D'ici, tu peux montrer les pierres à la caméra. Et... Moi, je pense qu'il Pas faut... plus, moi. Quoi? Poussez-vous. Si tu vas juste... Non, elle peut pas. Non, ça me fait Elle vraiment peut pas. tourner la Elle tête, peut pas. honnêtement. Ah, elle peut pas? Non, franchement pas. Mais c'était terrible parce qu'on marchait et les pierres redescendaient. Et à l'époque, j'étais sportive et jeune. On était une dizaine de garçons et une fille, c'était moi. Et on a fait une chaîne et on montait les gens comme ça. La traversée a duré 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits qui ont dû être épuisants. À dormir sous les étoiles. Plus de 300 personnes, avec des vieillards et des bébés. Certains ont même fait demi-tour. Ils ne pensaient pas pouvoir y arriver et voulaient retourner à Saint-Martin-Vésubie, où ils avaient été si heureux. Ils y ont trouvé les Allemands et ont été déportés. Et voilà, Liselle, Elsa et Nandor sont arrivés de l'autre côté. Et la première chose qu'ils ont apprise, c'est qu'il n'y avait pas les Anglais ou les Américains, mais les chars allemands qui venaient d'envahir l'Italie. Alors là, après, on a marché. On est arrivé de l'autre côté après 3 jours et 3 nuits. Et là, on est arrivé tout en haut d'une montagne, il y avait un village. Et ils nous ont accueillis, ils ont fait une grande soupe dans des grandes marmites. Ils nous ont accueillis d'une façon extrêmement amicale. Ils nous ont donné de la paille pour dormir dessus. Enfin, on était affamés, on était très fatigués. Et papa, il a dit, on est trop nombreux ici, c'est pas possible, on va se faire prendre. Les Allemands, dès qu'ils vont entendre qu'il y a des Juifs là-haut, ils vont venir. Et maman, s'il te plaît, laisse-moi me reposer au moins un jour, j'en peux plus. Papa dit, je regrette beaucoup. À 6 heures du matin, on s'en va. À 10 heures du matin, les Allemands étaient là-haut. Et tous ceux qui étaient restés là-haut se sont fait prendre et sont partis à Auschwitz. Et nous, on est descendus dans le village, tout seuls, que nous 3. On était chacun pour soi. D'ailleurs, souvent, je me suis dit, pourquoi qu'on n'est pas parti avec d'autres? Non, on est parti tout seul. Parce que je crois qu'on avait trop peur. D'abord, on est resté à Ritana quelques jours. Mais là, les Allemands venaient très souvent. À chaque fois, il fallait se cacher dans des petites baraques où il y avait des feuilles séchées pour l'hiver des animaux. Et on se cachait sous les feuilles. Et après quelques jours, papa a dit, non, ça, c'est trop dangereux, on va monter dans la montagne. Il faut dire que les Italiens, là-haut, ils nous ont accueillis, nous ont donné à manger, nous ont hébergés. Eux, ils pensaient que comme pour aller là, il y avait 2 heures de marche avant d'arriver à une route carrossable, il ne pouvait pas y avoir d'Allemands. On n'était que nous 3. C'est le hasard des choses. Mais par contre, les gens qui étaient arrivés de Saint-Martin-Vésubie se sont éparpillés dans toutes les vallées des environs. Mais dans notre vallée à nous, il n'y avait que nous.
Après les Feldman et les Cavalion, c'est tout. Questa qua è dei vicini francesi. E C'è questa ancora qui questa, sotto c'è ancora, ancora, sì vero? c'è, e sotto i francesi, e sotto quella E casa sotto- bianca con Ah, le portine rosse. Perché dovrebbe essere... Parce qu'on va chercher la maison de Oui, Feldman, c'è ancora, sì. et puis en face il y avait sa Oui, maison, oui. n'est-ce pas? Alors, je crois que Se vuoi la porto a vedere qua subito. c'est à Voglia, sì, andiamo di sotto. Qua sotto. On descend. Et voici le point d'orgue de notre voyage. Grâce à Lucio, l'un des historiens qui nous a le plus aidés dans nos recherches, nous avons pu retrouver la cabane où Mamie avait été cachée pendant 2 ans avec ses parents dans les montagnes du Piémont italien jusqu'à la libération en 1945. La grange pour animaux dont nous avions si souvent entendu parler. Sans eau, sans rien, où il faisait si froid l'hiver qu'il fallait dormir tout habillé, où il y avait des puces et des souris qui leur couraient sur le visage pendant la nuit. Et pourtant, où nous avions toujours eu le sentiment qu'ils avaient été heureux. Heureux car à l'abri, entourés de paysans qui étaient aussi démunis qu'eux, mais qui étaient si généreux qu'ils étaient prêts à partager le peu qu'ils avaient. Heureux, même si nous savions que Mamie avait été paralysée pendant 6 semaines par sous-alimentation et avait perdu tous ses cheveux. Heureuse, car c'est là qu'elle avait connu son premier grand amour si romantique avec Riccardo, le fils d'une autre famille juive italienne cachée dans la même vallée qu'eux et qui était leur compagnon d'infortune. Difficile de s'arrêter tant les anecdotes sont nombreuses, mais le plus impressionnant pour nous, c'était d'être là, avec elle, et d'assister à son émotion si extraordinaire et à ses flashs de mémoire. T'as celles qui sont effondrées, c'est pas dit non plus qu'elles sont en état. Non, ce serait plutôt celle-là. Tu dirais quoi? Elle était grande? Elle était assez grande. Il y avait une espèce de balcon. Ah bah, oui. il y avait un balcon. Oui, oui. oui, 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 oui. Bah, c'est- Oh, bah c'est celle-là. Oh là 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 là. C'est Tu là. reconnais? Oui. Oh là là. Oh, ça fait un effet. Oh, c'est celle-là, c'est sûr. Ouais, ouais, Regarde, c'est très logique ce que tu dis. Parce alors que là, vas-y, ça répète. devait être fermé où il y avait des feuilles derrière. Et il y avait un étage. Tutto quello era pieno di foglie secco e tutta questa parte l'abitiamo. E qui c'era una stufa per scaldare e qui ci poteva andare su sul balcone e là ci mettiamo le coperture per le puces, come on dit puces. Les Lucio, il y avait les puces. Les pulci. Le pulci. Beaucoup, e beaucoup. Tutto quelle e c'erano molto anche le souris, Les souris. E i topi. 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 E qui viviamo. Et c'était comme ça par terre, de la terre battue donc. Terre battue. Era come delle scatole con la paglia dove dormiamo e ci mettiamo un cosa così che le topi non andavano sulla figura. E una volta ci sono venuto un dottore per mi vedere, ma era già quasi verso la fine e mi ha portato della carne e i miei genitori hanno detto oh, è tanto tempo che non abbiamo visto carne, la sera non la mangiamo, domani a mezzogiorno la facciamo cucire e la mangiamo. E mio padre era un po' artista, ha messo fuori dalla finestra, perché non ne aveva frigidaire, e après, noi avevamo molto piccoli pezzi di legno per la stufa, e ha preso 1 e 2, è stato 1 ora e mettere du bois, legno, legno, sopra la carne. Pour protéger, hein? E per proteggere. E la mattina quando siamo andati il gatto, ciac, e carne non c'era più. La sous-alimentation, tout ça, j'avais perdu presque tous mes cheveux. Perso quasi tutti i capelli, poi sono tornato, perché non abbiamo quasi niente a mangiare. Poco. E lo poco noi eravamo abituati a carne diverso, che i contadini anche mangiavano con noi. I contadini avevano carne, ce l'avevano dato, non mangiano meglio di noi. Tutto quello che avevano ce l'hanno dato, ma il corpo era abituato così, che noi no. I contadini erano meravigliosi. Tutti, tu arrivava da un contadino, si sente, vuole qualcosa. E sempre non avevano niente loro,
ma ci hanno sempre dato qualcosa. Ma nessuno non ci aveva detto tedeschi. Mais ce que je ne savais pas, ce que m'a dit Lucio hier, c'est qu'on leur disait qu'ils auraient 5000 lire s'ils dénonçaient quelqu'un, ça on n'a jamais su. Non. Et que malgré cette promesse d'argent, ils le faisaient Et malgré leur pauvreté extrême. C'est extraordinaire ça. Noi facevamo da cucitore, c'era un pantalone, e il tessuto era molto duro, e tutto alla mano. Pour essayer de rendre un petit peu... Oui, per ringraziare. Erano, non si può dire a che punto erano gentili. C'est irracontable. Et les Allemands sont montés 3 fois dans les 2 ans. Et c'était horrible parce que là-bas, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien. Mais comment ça fait qu'on savait toujours tout? Parce que là-bas, il y avait le tam-tam. Quand par exemple les Allemands devaient arriver, on entendait de maison à maison « Tedeschi, Tedeschi, Tedeschi ». De mot en mot, de toutes les maisons, on entendait, et 1 minute après, tout le monde savait qu'ils arrivaient. Toujours passé à peu près de la même façon. Ils venaient chez nous avec une carte et ils nous demandaient si on peut leur dire où sont les partisans. Nous, les partisans, on n'en a jamais vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des partisans par là? Non, mais c'est vrai. On jouait vraiment les idiots, total. Quand Alfred, c'est la fois qu'on était caché que Bianco ne voulait pas rentrer à la maison, lui, il est resté caché sous les feuilles, ils l'ont trouvé, mais ce n'était pas une rafle pour les Juifs, ils cherchaient les paysans, les partisans. Et Alfred, il faisait le diminué mental comme ça, complètement été de travers, mais c'était un garçon très intelligent. Hein. Il a réussi à prendre l'aspect complètement d'un fou, aliéné mental. Mon père, il a supplié en disant qu'Alfred lui cassait le pain, le bois, qu'il nous aidait. Mais les Allemands, ils cherchaient que les partisans, ils ne cherchaient pas les Juifs. Mais vous les aviez vus Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Les partisans, ils nous ont donné du sel, ils nous ont donné des couvertures, ils étaient gentils comme tout. Sauf que papa, il a beaucoup voyagé en Allemagne, il connaissait à peu près toutes les villes en Allemagne. Et quand il venait, il a essayé de les faire parler de leur chez eux. Et ça les rendait de bonne humeur. Ils disaient « Oh là là, vous venez de quelle ville ?» Disait « On vient de Munich. » Oui, oh, la Munich, il y a un théâtre merveilleux, il s'appelle comme ci, comme ça. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que vous avez toujours tout ça? Et ça les rendait aimables. Et nous, maman et moi, on se tenait comme ça pour pas qu'on voit qu'on tremble. Et lui, il était là, oh, que je suis heureux de pouvoir parler l'allemand, oh, que c'est bien que vous venez nous voir, etc. Ah, nous avons dit que nous avons vécu en ville, mais on était effrayés par les bombes, et qu'on ne voulait surtout pas vivre dans une ville où il y a des bombardements, et qu'on vivait là-haut, comme Robinson Crusoe, parce qu'on avait peur des bombes, mais on ne voulait pas être bombardé. Mon père, il avait une présence incroyable. Il riait avec eux. Oh, mais vous êtes d'où? Mais oh là là! Comment qu'il a fait, je ne sais pas. Mais il avait vraiment un caractère à part. Le réseau téléphonique, voilà. Buongiorno. Ah, ecco, finalmente. Isella. Oui. Sono io. Benvenuta e Grazie. bentornata. Grazie. È un grande onore avere lei oggi qui. È onore per da me noi. di venire. No, è bello che sia tornata perché fa parlare questo posto. C'est ça l'église de Don Martini? Elle est petite, hein? E Don Martino domenica mattina, quando diceva ci sono dei ebrei e bisogna aiutarli che non hanno da mangiare e hanno paura e bisogna che tutti aiutate questi ebrei. E la gente lo faceva. Era strano perché c'era un accordion e prima le donne ballavano insieme e gli uomini e più avanti andava il tempo gli uomini ballavano con le donne alla fine della sera. E poi mi accompagnava alla mia casa. E avevo un'amica che si appelava Mariuccia, che mi portava da ballare tutti. E tutti volevano ballare con la signora della città.
E quando io ho promesso a Don Martino che io non irei più, mai più, non sono andato mai più. Perché era tanto gentile. Sono andato una volta alla chiesa a Natale, che era tanto bello, che quando andavano tutte le luci, bruciavano, che venivano dappertutto, e che Mariuccia mi ha detto vieni con noi alla messa di mezzanotte. Era bellissimo, tutte le piccole luci che venivano dappertutto, era romantica. Con le luci. Era la notte, tutto era scuro e venivano dappertutto per la chiesa. Et venivano con la petite bougie ou des petites louches pétrole, ils avaient des petites lampes. Ils venaient de là-haut, de partout. On voyait dans les arbres les petites lumières. Questo Natale non lo dimenticherò mai. Tous les jours, le soir, on priait. Mais pas juif, catholique, machin chouette. Bon Dieu, laisse-nous là jusqu'à la fin de la guerre. Tutte le sere, mio padre e mia mamma, insieme, bon Dio, lascia qui fino alla fine della guerra. E siamo stati fino alla fine della guerra. Bene, noi siamo ebrei, ma non era scema, niente. Stare qui fino alla fine della guerra. Ogni sera prima di dormire. Vous saviez que ça allait finir Hein? Vous étiez sûr que ça finirait un jour? On ne savait pas du tout, on ne savait rien. Mais vous vous disiez que ça allait finir, vous disiez pas que ça allait... Ben, une guerre, elle finit. Bah non, mais ça pouvait rester longtemps. Ben, on ne savait rien. Toutes les guerres, elles ont une fin. Toutes les guerres ont quand même une fin. Ça peut durer longtemps. Ben, ça a duré assez longtemps. Hein. Non, on ne pensait pas combien de temps. On mettait aucune limite. C'était juste espérer de passer au travers, quoi. Exactement. Exactement. Donc du coup, c'était hyper fort de voir en fait mamie revivre les événements et du coup, ça a été super bien de le faire avec elle ce voyage. Parce qu'on a pu avoir plus d'images sur les mots et c'était du plus concret entre guillemets. Donc très intéressant et enrichissant. Et je pense que c'était un peu comme un voyage initiatique. En fait, ça nous a tous soudés, on était tous ensemble dans la voiture et on a vécu 4 jours autour d'une histoire. Du coup, on était tous vraiment ensemble et quand on est revenu, je trouve que tous ensemble, je sais pas, il y avait vraiment un truc fort qu'on avait vécu et qui a créé un lien. Et donc, il y a eu je sais pas, il y avait un après, quoi. C'était pas pareil. Mais non, mais déjà, on s'est rendu compte à quel point elle avait marqué déjà son passage à cette époque-là avait marqué. C'est quand même déjà très enrichissant pour nous et en plus de l'avoir retrouvé, cet endroit qu'elle avait marqué, si elle l'avait marqué autant, c'est qu'il y a eu beaucoup de passages forts pour elle. Le fait de les retrouver, c'était beaucoup d'émotions. Donc pour nous, c'est pas juste de la voir retrouver ça, de voir les gens qui l'attendent, les gens qui 60 ans après se souviennent encore d'elle, ont appelé leurs enfants. En rapport avec elle et tout ça, c'est quand même relativement fort. Et on était tous ensemble en famille, et donc forcément, oui, ça marque et ça enrichit et ça change. Ouais, il y avait de la fierté aussi. Aussi, ouais. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était dès le premier regard que mamie avait sur quelque chose qu'elle se souvenait, elle revivait directement la guerre, elle la revoyait tout de suite. Et, ça montre que c'est inoubliable et que donc on peut pas. Le fait d'y être allé, ça montre qu'on était en partie avec elle maintenant. Enfin, à l'époque, c'est comme si on était avec elle. Vu qu'elle le revoyait, donc c'est comme si on était avec elle pendant la guerre. On vit pacifiquement dans un pays. On est comme vous êtes français, nous on était autrichiens. Vous aimiez votre pays, nous on aimait notre pays. Et quand tout ça, ça nous est tombé dessus, on tombait de haut, on ne comprenait pas. Et je pense que pour vous, de comprendre ça, c'est encore plus difficile. Et maintenant, quand il y aura encore une génération de plus, ils ne comprendront rien du tout. En fait, on ne comprend pas. Mais non, mais c'est ça. Mais est-ce que tu crois que nous, on comprenait? On ne comprenait pas non plus. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et tous, on s'est tous demandé, mais pourquoi? Si tu veux la vérité. Combien de fois j'étais le soir dans mon lit, je me disais, mais pourquoi?